Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique de Argo, sorti en 2012, un film de Ben Affleck s'appuyant sur le roman autobiographique de l'ex-agent de la CIA Antonio G. Mendes, The Master of Disguise, et d'un article paru dans Wired Magazine de Joshua Bierman, The Great Escape. C'est un film avec Ben Affleck, donc avec aussi Bryan Cranston, John Goodman et Alan Arkin entre autres. Il a coûté 44 millions de dollars, il en a rapporté 230. Il dure 2 heures et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 heures ? Argo relate un épisode de la crise des otages américains dans l'ambassade des États-Unis à Téhéran en novembre 1979 et la tentative de sauvetage de la part de la CIA. Le film a reçu quand même 95% de critiques favorables, nommé Best Film of the Year, un Oscar du meilleur film, du meilleur scénario adapté, du meilleur montage en 2013. Et je voulais faire cette critique depuis une éternité. Mais je me disais, je vais la repousser. Cette critique, elle a été écrite 3 mois après la sortie du film. Et je vous la livre que maintenant. Je sais, c'est incroyable. Il faut bien faire les fonds de tiroir, j'ai envie de dire. En attendant, il y aura du lourd la semaine prochaine, mais on n'y est pas encore. On croit qu'on va être embarqué dans une fiction ambitieuse, en plein événement géopolitique intense, un choc de civilisation entre les fous de Dieu de la République islamique et l'héroïsme cool de l'Empire démocratique. C'est pas vraiment ça. Le film ne raconte pas l'histoire, mais une histoire, avec une tension, un crescendo qui est artificiel. En préambule de son film, et ça c'est une très bonne démarche par contre, Ben Affleck prend soin de résumer en 3 minutes chrono 30 ans d'histoire d'Iran. Le prologue expédie l'histoire iranienne en 3 minutes quand même. Des rois à la révolution de 79, à la fuite du Shah. Je trouve que cette séquence est très bien montée. Elle m'évoque les montages de Chris Marker. Quand je voyais ce film, moi je pensais à Chris Marker. Je pensais à La Jetée, je pensais je crois que c'est au tombeau d'Alexandre, je crois que c'est ce film-là. Un montage qui est vraiment nécessaire, il fallait narrer un petit peu pour les gens qui ne connaissaient pas un contexte limité certes, mais un contexte quand même pour qu'ils puissent un petit peu comprendre les enjeux. C'est un film de toute façon sur la transmission, puisque nous parlons que des médias, donc par la médiation, l'image virtuelle, on montre ce qui se passe. Le lien entre le réel et le film. Il s'ensuit un film d'espionnage un petit peu réaliste, haletant, drôle par moments, jouant sur des allers-retours incessants, je trouve même un petit peu agaçant entre l'Iran et les exécutifs de la CIA et d'Hollywood. Il y a un manichéisme avec lequel on dépeint les habitants dans Argo. C'est un choix scénaristique qui est vraiment contestable. Ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont forcément méchants, mais dans une suite de gros plans, il y a une tension qui s'installe. Des regards méfiants, des regards belliqueux qui nous donnent l'impression qu'ils sont méchants, qu'ils ont la haine envers ces personnes qui ne semblent pas être comme eux et qui se baladent en ville. Si on ne connaît pas l'histoire, par contre, on se laisse guider. Ça a été mon cas, je dois vous dire, je ne savais pas du tout comment cette histoire allait se terminer. Parce qu'il s'agit aussi de la fin du film. Et quand ils sont à l'extérieur, il y a un stress, mais c'est un truc de fou. Dès qu'ils sont à l'extérieur de la bâtisse, qui se baladent justement dans cette séquence du marché, et la scène de fin, la grande scène de fin de suspense, alors là, il y a un méga stress, parce qu'on s'attend à tout, parce qu'on est vraiment bien tenu par la main. Ben Affleck nous fait rentrer dans le film. Je trouve que c'est un cinéma d'immersion, ça c'est sûr, ça se voit très clairement, dans le découpage, dans la caméra portée. C'est un scénario qui n'est pas facile, il a été blacklisté, c'était un scénario dont personne ne voulait s'occuper. Ben Affleck a bien fait. Après, vous pouvez bien vous douter qu'il y a quelques compromis, puisque nous parlons des otages qui vont être sauvés. Eh bien, dans le film, on parle des otages, mais il y a trop de personnages, il y a trop d'otages pour qu'on puisse tout simplement bien les exploiter. Après, bien sûr, on essaye de faire comme on peut. On sent que Ben Affleck essaye d'étoffer tous les personnages, de même que le sien. Ben Affleck s'offre le beau rôle, bien sûr, mais il propose aussi autre chose, tout en dirigeant et jouant dans le film. Ça, c'est toujours assez habile. Oui, il s'étoffe un petit peu avec quelques tentatives d'épaississement familial.
Heureusement contrebalancé par les performances de Alan Arkin et de John Goodman. Moi je trouve John Goodman toujours très bon. Il a des rôles un peu stéréotypés par rapport à son physique, mais il en joue très très bien et je le trouve très convaincant. On montre aussi le fardeau de l'agent condamné à l'ombre. Il ne peut pas montrer ses mérites à son fils. Encore une fois, développement du personnage principal au détriment des personnages secondaires. Mais l'effort paraît un peu superficiel dans l'ensemble, relégué à quelques scènes seulement. Mais ne serait-ce que ces quelques scènes, ça peut faire la différence. Mais je pense que pour qu'on s'en fasse plus pour ces fameux otages à libérer, on aurait dû peut-être avoir quelques scènes supplémentaires avec eux. Bien sûr, les scènes de suspense marchent quand même, parce que Ben Affleck, avec qui on peut plus facilement s'identifier parce qu'il y a plus de background, lui, il est aussi dans la même situation que les otages. Donc finalement, le rapport est le même, mais pas pour les mêmes personnes. On pourrait se dire que c'est un peu manichéen, avec les Iraniens sont tous des vilains barbus. Ah, ça c'est toujours un petit peu vu ça dans le cinéma américain, j'allais dire c'est standard. Non, mais c'est un cliché qui reste bien solide à Hollywood, même avec des productions qui sont plutôt bien cotées. Il y a toujours un petit barbu quelque part, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez en commentaire, ça ne change pas le fait qu'à Hollywood, ils continuent à nous les montrer de cette façon. Bien sûr, il y a des gens qui ont des barbes là-bas, mais que ça soit si systématique, et que bien sûr, ces gens-là soient assimilés à une certaine forme de dangerosité, je trouve ça vraiment dommage. Donc je pense qu'on aurait pu peut-être les traiter d'une autre façon, ne serait-ce que sur quelques plans où on n'a pas cette impression qu'ils vont nous tomber dessus, quoi. Pour le reste, eh bien, je trouve que c'est très académique. Mais c'est pas mal fait quand même, hein. C'est un peu, j'allais dire néoclassique, oui, il y a cette idée vraiment à la Clint Eastwood, hein. Beaucoup de montages alternés, je trouve que ça marche très très bien. C'est pour ça que c'est un peu néoclassique, ce sont les codes classiques mais qui sont revus, qui sont dopés entre sobriété et efficacité. Un film qui a été filmé avec plein de formats différents, 8 mm, 16 mm, 35 mm et numérique, bien sûr retravaillé pour donner un grain des années 70. C'est riche en adrénaline par moments, surtout la fin. Le début, il y a une scène d'assaut, clairement de l'ambassade. Il y a une scène dans un marché, et il y a bien sûr cette scène de fin à l'aéroport, où on a une tension, surtout qu'on ne connaît pas ce qui va se passer. Je crois que ça joue bien entendu quand on connaît le fait historique, il y a l'impact qui est moins fort, mais quand on ne le connaît pas, je trouve que ça marche bien. Surtout au montage, je me rappelle à la fin du film, il y a les mecs qui sont dans l'avion. Là je vous le spoil, mais bon, hein, vous n'allez pas me faire chier pour ça, hein. Le film il date de 2012, hein. Et puis si vous l'avez pas vu, il faut pas regarder une critique, hein. Faut pas croire. Je tiens à faire un petit aparté, bon ça va rallonger la vidéo, mais une critique, c'est là pour parler du film. C'est pas là pour faire de la jaquette de DVD. Il faut bien que vous compreniez ça. Une critique va parler d'un film en long, en large et en travers, si elle en a besoin, si la personne a envie de le faire. Normalement, toute critique peut spoiler. Une critique est là pour donner un jugement, et pas un jugement sur 1h30 de film sur 2 heures. Donc je pense que j'ai aussi le droit de vous donner des informations sur la fin de certains films et tout ça. Après, des fois je le fais, des fois je le fais pas, est-ce que j'en ressens le besoin ou non aussi. Mais là, je pense que, juste pour vous parler un petit peu de montage, à la fin du film, les mecs, donc les gens qui sont sauvés, ils sont dans l'avion. On pense que c'est bon, mais le souci, c'est qu'il y a les gens de la sécurité qui vont sur la piste à bord de Jeep, et on se dit, mais est-ce qu'ils vont arriver à arrêter l'avion? Parce qu'on les voit passer avec des kalachnikovs, hein, ça rigole pas, et ils passent sur le côté de l'avion, et ils sont presque devant l'avion, ils sont sur le point de le bloquer l'avion, et tout d'un coup, l'avion, il vole. Mais ce qui est génial, c'est qu'au montage, ils nous laissent croire qu'ils peuvent arrêter l'avion en laissant volontairement les véhicules aller plus loin sur la piste pour bloquer l'avion. Mais en fait, on se rend compte qu'après, l'avion bascule et commence à voler. Ça marche tellement, moi j'étais à fond là-dedans, dans cette séquence, elle est vachement bien. Ça, c'est une très très bonne scène de suspense, parce que tout est fait dans le montage, il y a vraiment un montage assez fin de rythme. C'est vraiment une affaire de rythme là, mais purement, hein. Et c'est là que je dis que vraiment le film est riche en adrénaline, parce que
Je ne l'ai pas vu en salle, je ne l'ai vu qu'après, bien plus tard, quand il était sorti. Quand je dis 3 mois, ouais, il a commencé à sortir sur internet 3-4 mois après. Et je l'avais vu sur mon ordi, et rien que là, déjà, il y avait un énorme effet de suspense. Je le ressentais pleinement. Alors je me suis dit qu'au cinéma, ça devait être démultiplié. Au début, avec ces manifestants qui ont des petites caméras à l'extérieur, on les voit filmer les choses, donc on a encore une fois un montage alterné entre ce qui se passe en intérieur, ce qui se passe en extérieur. Le suspense de ce film fonctionne parfaitement. Même si la forme est relativement anonyme, il n'y a pas vraiment de patte, je trouve. Et après, c'est une certaine forme de virtuosité, un petit peu insolente de la part du réalisateur qui, navigue entre tous ces formats de films. La force de ce film, c'est pas son tournage, c'est son montage. Il y a un montage d'une séquence de lecture d'un texte mis en parallèle avec le discours d'une troupe armée. Et il y a une fluidité, qui passe. Il n'y a pas de secret. Le monteur est un professionnel et le monteur, c'est William Goldenberg, qui est le monteur de Michael Mann. Et on sait tous que les films de Michael Mann sont des films très très bien montés. Et pour vous citer que quelques films de William Goldenberg, il a fait le montage de Hit, de Ali, de Benjamin Gates, de Miami Vice, de Transformers 3 et en 2012 de Zero Dark Thirty. Donc c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise le montage, qui maîtrise le rythme. C'est un suspense de temps qui passe, de choses qu'il faut faire en un temps imparti. Une course contre la montre. Je pense que c'est plus dur de créer du suspense sur le temps qui manque au personnage que sur une scène de gunfight. C'est également très Hitchcockien. Le spectateur en sait plus que les personnages. Il peut s'en faire, précisément. Du coup, la dimension politique, évidente et pleine de résonance aujourd'hui, passe presque au second plan. Pour s'être trouvé trop souvent dans de mauvais films, c'est un choix opéré pour libérer un peu le spectacle. Et pour s'être retrouvé trop souvent dans de mauvais films, Ben Affleck a en effet très vite traîné une réputation d'acteur un peu bidon. Mais quand il a reçu le prix d'interprétation au Festival de Venise, c'était, je crois, Hollywoodland en 2006, où il jouait le comédien auquel personne n'avait cru, un pantin abandonné, dans le rôle de Superman, on commençait à avoir quelqu'un qui a redoré son blason, en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. Avec ce film Argo, il a affronté franchement cette question de la crédibilité en se donnant le rôle du professionnel de l'exfiltration, sur qui pèse le soupçon de n'être qu'un rigolo dans une opération tellement fantaisiste qu'elle semble une authentique supercherie. Et comme le personnage, l'acteur-réalisateur se met en position de devoir faire ses preuves, convaincre les incrédules. Ça, c'est complètement brillant. Et c'est pour ça, je pense qu'il avait pris ce rôle. Je terminerai avec un dernier point, la controverse. Bien entendu, j'en avais déjà parlé un petit peu avant. Les critiques ont été déçus du traitement des personnages iraniens montrés dans Argo comme grossièrement dessinés. On en tire un portrait collectif un peu répugnant, car critiquer le régime, c'est une chose, mais insulter l'ensemble d'un peuple d'à peu près peut-être 70 millions d'habitants en est une autre. Il y a des gros plans iraniens dans le bazar, je trouve que c'est vexant. Et ça a porté atteinte au gouvernement. On serait vexé si on se mettait à critiquer l'Europe et à en faire des méchants à tout va avec des gros plans sur les mecs dans les rues de Paris qui ont l'œil mauvais, comme on dit. Depuis cette époque, l'Iran a officiellement intégré l'axe du mal dans l'imaginaire collectif occidental. Gracieuseté de George Bush et de l'espèce de fou là... Ahmadinejad, par conséquent caution morale en main, Hollywood n'a désormais plus aucun scrupule. Hollywood est montré dans le film comme un milieu un peu décadent qui se rachète via l'opération. Vous savez bien que le 7e art et la politique, c'est une grande histoire d'amour. Il y a beaucoup de choses de politique dans ce film, même si ce n'est pas rattaché à la politique de l'époque. Il y a par exemple ce fameux montage alterné qui montre aucune différence entre Los Angeles et Téhéran, les deux villes n'étant que des décors devant lesquels les images sont filmées avant d'être diffusées dans le monde entier. Toute la subtilité du film est résumée dans une scène lorsque les deux villes, les deux univers s'entrechoquent lors de la conférence de presse des révolutionnaires iraniens et la lecture du scénario du faux film. Un montage parallèle de politique et de cinéma pour prévenir que tout ceci n'est qu'une affaire de mise en scène. Et il n'est pas certain que ce soit dans le 7e art qu'on retrouve le plus de trucage.
C'est d'ailleurs à l'occasion de cette scène qu'il y a de très très beaux plans, quelques mouvements de caméra qui appellent à ceux de Scorsese, quelques travelling signatures en plan séquence magnifiques lors de l'entrée en soirée de presse. Tout est construit de façon classique, sans que jamais rien ne paraisse vraiment artificiel. Sans un budget démesuré, ou presque, sans coup de feu, on sent l'amour et la fierté de cette histoire-là. Le cinéma qui sauve des vies. Soit on voit ça comme un simple film de suspense, ce que moi j'ai plutôt cherché, faut bien dire, soit on peut y voir des trucs tout compliqués, avec des références, quelque chose de philosophique et de politique même. C'est au choix. J'en ai vu, moi, plus un film de sauvetage avec du suspense. C'est un film dramatique qui modifie le fait réel, qui le simplifie pour en faire un film. Je ne vous ai pas parlé de toutes les polémiques, avec le Canada aussi, le fait réel ou non, je ne connaissais pas, bien sûr, avant d'avoir vu le film, donc ça m'est passé un peu au-dessus. Mais il y a des sites qui précisent tout ça. Je vous invite à aller voir différents articles si ça vous intéresse davantage, si l'opération vous intéresse davantage. J'avais peur que ce soit un film trop politique, c'est pour ça que je ne l'avais pas vu en salle. Mais je pense que Argo s'impose comme un film à voir de son année de production. Je lui mettrai un bon 14 sur 20. Ben Affleck passe d'acteur à un réalisateur qui a quelque chose, qui fait des films qui sont déjà efficaces. Ne serait-ce que ça, c'est déjà très impressionnant ce changement. Va-t-on dire peut-être dans une lignée de Clint Eastwood, déjà en termes de style, il ressemble à Clint Eastwood. Je trouve ça fantastique. Que cette personne ait pu s'extirper de cette réputation de mauvais rôle à quelqu'un qui fait de bons films. Le film est peut-être un peu surestimé, stratégie politique de l'Académie des Oscars, mais il en reste, dans sa dimension de film avec des scènes de suspense, réussi. J'espère que cette critique vous aura plu, je ne suis pas revenu sur tout. N'hésitez pas du coup à compléter, avec bien sûr le recul désormais de ce film, à compléter cette critique avec vos commentaires. Ce qui est sûr, c'est que le film n'influencera pas, ce ne sera pas un classique, ça c'est certain. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout, alors que d'autres films sortis en 2012, on continue d'en parler. Il a beau y avoir l'Oscar du meilleur film, ce n'est pas pour autant quelque chose de fort. Ça reste un film efficace, mais il n'est pas fort dans le temps. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh bien n'hésitez pas, postez vos commentaires. Quant à moi, eh bien, la semaine prochaine, il y a du lourd. Alors là, je fais une petite pause, parce que la semaine prochaine, il va y avoir Spectre. Bien entendu, je vais aller le voir en week-end avec un copain, donc vous l'aurez pas mercredi, le jour de sa sortie. Mais jeudi, vous aurez une vidéo spéciale, une vidéo qui durera plus d'1 heure, sur un film, mais c'est pas vraiment un film. Et c'est fait par quelqu'un que vous connaissez bien d'ailleurs. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent bien. Parce que ce n'est pas un mec d'Hollywood, c'est un Français. C'est un Français qui a fait un documentaire tout récemment. Je pense que vous savez de qui je veux parler, puisque ce film sort le 9 novembre, je vous dis pas le titre, mais je sais que vous le savez. Je sais que vous savez, ceux qui suivent son actualité, vous savez quel film je vais critiquer pendant 1 heure la semaine prochaine, et ce sera une critique sans aucune forme de pitié. Ça me fait du bien aussi de critiquer violemment, parce que souvent je suis plutôt dans la connivence et la nuance, mais là, il n'y aura aucune nuance. J'ai hâte d'être à ce jeudi 12 novembre. J'espère que vous serez prêts aussi à regarder cette critique. Je suis très impatient aussi d'avoir vos retours, non seulement sur le film, pour ceux qui l'auront vu d'ici là, mais aussi sur la critique, parce que c'est un style de critique que je n'aime pas trop faire. C'est vraiment du rentre-dedans long et assez précis, et c'est pas quelque chose que je fais forcément. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que le contenu vous plaît, je vous remercie de me soutenir. Là, il y a eu un grand arrivée d'abonnés, c'est formidable. Vraiment, merci beaucoup. J'essaye de faire de mon mieux pour toujours vous proposer quelque chose de régulier, un contenu régulier, mais aussi pour proposer quelque chose d'un petit peu percutant. Quand je parle des films, c'est toujours très difficile, parce qu'on ne se remet pas forcément à chaque fois en cause quand on parle des films. Des fois, on est un peu en roue libre, en pilote automatique quand on parle des films. Et c'est très difficile tout d'un coup de se faire violence et de se dire pourquoi je dis ça, pourquoi j'ai cette réflexion. J'en ai conscience, mais des fois je fais pas attention à ce que je dis.
Mais en même temps, c'est tout à fait normal. Je me libère aussi la parole, comme je viens de le faire là, maintenant, alors que la critique est terminée. Voilà, n'hésitez pas à faire les retours, n'hésitez pas aussi à poser des questions, parce qu'en fin d'année, il y aura une FAQ, ou devrais-je dire plutôt en début d'année prochaine. Quant à moi, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!